L'argent et les banques, fondées sur une fausse croyance, la monnaie émise et créée à partir de rien, c'est un substitut contrefait qui ne devrait pas être appelé argent, mais tout au plus devise, par opposition à l'argent produit par le travail, les minéraux ou les ressources grâce à l'utilisation d'énergie. Grâce à la corruption des banquiers centraux, cette monnaie dette sans valeur est rendue légale par la loi afin de lui donner parité avec la monnaie énergétique et de siphonner ainsi l'énergie précieuse du peuple vers les coffres de l'élite, ce qui constitue une fraude inqualifiable au grand jour. L'économie et les marchés financiers ont été falsifiés par de la fausse monnaie et reposent sur un sentiment erroné du public. L'argent est censé être un symbole de valeur. Les principaux manipulateurs sur Terre sont les banquiers centraux. Ils ont le monopole de la création monétaire. Ils peuvent augmenter ou diminuer leur bilan à tout moment en achetant ou en vendant des actifs, principalement des dettes publiques. Depuis 2008, les banquiers centraux ont multiplié par 5 environ la base monétaire ajustée, tout en maintenant le taux des prêts bancaires au jour le jour proche de zéro. La monnaie fictive qu'ils émettent entre dans le système financier sous forme de dette. Elle est prêtée à intérêt, ce qui augmente la quantité de liquidité, ainsi que le montant de la dette. L'ensemble de l'économie et ses marchés financiers sont falsifiés par de la fausse monnaie. En 1969, le secteur financier était encore relativement modeste. Les actifs financiers représentaient encore environ 2 fois le PIB, comme cela avait été le cas pendant des décennies. Aujourd'hui, ils représentent 10 fois le PIB. Le XXIe siècle était censé amener l'économie à un niveau de perfection jamais atteint auparavant par l'homme. Pour l'instant, cela s'est avéré inefficace. Le Dow Jones se situait à 11 497 points le 1er janvier 2000, en dollars nominaux. En or, il fallait 44 onces pour acheter le Dow Jones, soit plus de 20 fois le prix il y a 20 ans. La vie était belle. Mais les gens s'attendaient à ce que la technologie améliore encore les choses. Les communications électroniques, les ordinateurs et toutes les innovations de l'ère d'Internet étaient censées améliorer presque tout. Puis, le 11 mars 2000, les entreprises .com ont fait faillite. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Ils avaient accès à une quantité d'informations et de divertissements sans précédent. Mais quelle différence cela faisait-il? Toutes les nouvelles technologies ne sont pas nécessairement une amélioration. Les gens ont eu accès aux câbles et au Wi-Fi, ainsi qu'à des commandes électroniques pour leur chauffage, leur climatisation et leur sécurité. Mais ils passaient des heures à programmer leurs nouveaux gadgets et encore plus à consulter leur mise à jour Facebook. Ils ont remplacé les conversations en face-à-face par des messages à Siri et Alexa. Ils ont arrêté de lire les informations authentiques et ont commencé à lire les fausses informations en ligne. L'impression d'argent ne crée pas de richesse réelle s'il y a trop d'argent. Cela peut avoir un effet étrange sur l'économie. Les mesures de relance non monétaires ont un impact significatif. Il est important de noter que ces mesures de relance ont pour conséquence involontaire de freiner l'investissement et la production. Selon mon opinion professionnelle, cela aura un impact négatif à long terme sur la vie des gens. Selon la loi de Bonnet, le capital de qualité inférieure tend à supplanter les formes de capital plus avantageuses. Le concept de monnaie gratuite est non seulement frauduleux, mais aussi nuisible. Il est indéniable que, tout au long de l'histoire, l'approvisionnement des particuliers en monnaie issue de la planche à imprimer, c'est-à-dire en capital non lié à une production ou à des services tangibles, n'a jamais donné de résultats positifs et significatifs. La masse monétaire dépend, au moins dans une certaine mesure, du bilan de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale. Ces institutions créent ou impriment de la monnaie pour acheter leurs actifs, principalement des obligations d'État. Au cours des 30 dernières années,
Le bilan de ces institutions a augmenté près de 8 fois plus vite que l'économie elle-même. La prise en compte de ces problèmes a conduit certains experts à s'interroger sur l'efficacité des plans de sauvetage, des mesures de relance et des déficits financés par le bilan de la Banque centrale, également appelé création monétaire. Mais ce n'est pas à eux de répondre à cette question. La masse monétaire n'est pas contrôlée par une seule entité. La question de l'emprunt public est désormais sujette à débat. Les banques centrales achètent des obligations d'État, qu'elles conservent ensuite dans leur bilan, les intérêts étant réinvestis. L'ensemble du processus est conçu pour être une solution à relativement court terme. À l'échéance de l'obligation, les banques centrales peuvent alors utiliser le principal remboursé pour acheter davantage de dettes publiques. Aucun contrôle n'est exercé. En revanche, aucune entité unique n'est en mesure de contrôler la masse monétaire réelle. Elle est gagnée grâce à des échanges gagnant-gagnant. La création de monnaies synthétiques est le fait d'initiés et est soumise à leur contrôle. Cela peut conduire à la corruption de la politique, qui est souvent redevable à l'argent corrompu. Le système de monnaie synthétique a entraîné deux évolutions, une augmentation significative de la demande des crédits de la part des consommateurs aisés, une augmentation substantielle de l'offre de capitaux provenant de la même source. Le secteur financier a créé cette bulle en prêtant la monnaie synthétique des banques centrales. Cet argent n'a ni été gagné ni épargné, et a été prêté aux particuliers qui n'en avaient pas les moyens, dans le but qu'ils achètent des maisons surévaluées qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Après l'effondrement inévitable de 2008, les initiés ont racheté les maisons fortement dépréciées causées par leurs actions. La richesse réelle provient du capital réel, à savoir les machines, le temps, les connaissances, les entreprises, la technologie, les infrastructures, le travail acharné, ainsi qu'un réseau de connexions et de systèmes trop vastes pour être énumérés, compris ou contrôlés. Les gouvernements n'essaient pas d'accroître la richesse de leur pays en améliorant les routes et les bâtiments. Au contraire, ils la gaspillent et la dépensent pour des choses inutiles. Das Kapital a été un best-seller, en particulier parmi les livres traitant de ce sujet. Karl Marx y exposait sa vision du fonctionnement du monde. On devient riche en créant une usine de chaussures et en employant des cordonniers. Ne serait-il pas préférable de nommer un petit groupe de personnes chargées de superviser et de contrôler l'exploitation, afin qu'elles puissent utiliser les fonds à bon escient? Et pourquoi y a-t-il autant de styles, de marques et de choix différents? Après tout, les chaussures ne sont que des chaussures. Nous pourrions économiser beaucoup d'argent en ne fabriquant que 2 ou 3 modèles et une seule marque. Pas besoin de faire de la publicité. D'ailleurs, selon la théorie de la valeur travail, ce sont les cordonniers qui ajoutaient de la valeur, et non l'homme qui investissait dans l'usine de chaussures. Le capitaliste n'était qu'un parasite. C'est ce que pensait Marx. Il s'agissait de prêts, pas d'argent. La plupart des gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais presque tout le monde a un crédit. Avec les taux d'intérêt extrêmement bas actuels, les gens peuvent acheter des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi les banquiers centraux disent toujours au monde de ne pas s'attendre à une normalisation des taux d'intérêt dans un avenir proche. Ils savent que ce sera l'enfer pour les gens lorsqu'ils devront payer des coûts financiers plus élevés. Comment la Banque centrale pourrait-elle autoriser une hausse des taux d'intérêt? Tous les gouvernements sont accros aux faibles taux d'intérêt sur leurs dettes de plus de 20 000 milliards de dollars. Sur la base des taux actuels, le gouvernement américain devra payer 880 milliards de dollars d'intérêt en 2024, alors que ses dépenses totales n'atteindront que 240 milliards de dollars. C'est 50 fois plus que le budget de la NASA et 105 fois celui du FBI. Le gouvernement de l'ombre, qui travaille pour le compte de la famille Rothschild, contrôle le système financier mondial.
Il a pris le pouvoir en volant et en exploitant la population. Tout son système repose en réalité sur une fraude massive, car les gens n'ont pas d'argent. L'argent gagné n'est adossé à rien. Sa valeur n'est que celle que l'on fait croire aux gens. Ce ne sont que des morceaux de papier sans valeur ou des chiffres sur un écran d'ordinateur que les gens prennent au sérieux. L'argent est mis en circulation par le crédit dont on croit qu'il existe. Les banques ne prêtent pas d'argent, mais les gens paient une fortune pour en obtenir.